Le MAG vous est présenté par You Know Why. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le MAG, 30 minutes consacrées à la scolarité, à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission, les JO. Les JO, oui, les Jeux Olympiques face à l'histoire, c'est une journée de débat qui vous attend à la Maison du Sport Français à Paris. Le rendez-vous est pris, c'est ce jeudi 24 octobre, avec cette question notamment, l'olympisme a-t-il su au fil du temps épouser son époque, oui ou non? Élément de réponse avec notre invité dans un instant. Le sport, miroir de notre société, outil très puissant, faut-il enseigner l'histoire du sport à l'école? Et si oui, comment? Quelles leçons, quelles vertus? Élément de réponse avec notre invité, là aussi dans un instant. Et puis il y aura une loupe, vous le savez, c'est l'habitude dans le MAG. La loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle d'une grande première, c'était au JO 2024, mais je n'en dirai pas plus. On ne peut pas savoir tout de suite. Non, teasing. La reine du teasing, c'est scandaleux. Allons-y. Et pour ce nouveau numéro du MAG, on est en Skype avec Arnaud Vaquet. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous pendant cette demi-heure. Merci. Vous êtes, je le précise, pour ceux qui ne le savent pas, chargé de mission olympique et paralympique à Vironis, historien des compétitions sportives, référent génération 2024 de l'Université de Lille. Je vais m'arrêter là parce que votre CV est assez ahurissant. On peut dire également que vous êtes chercheur au sein de l'unité recherche sport, santé, société. Le sport, Arnaud, c'est bien d'en faire, c'est aussi bien d'en parler, c'est même mieux? Alors, écoutez, en effet, vous avez dit le plus important, c'est de le pratiquer. Maintenant, aujourd'hui, c'est un objet social qui a sa place dans la société, donc il faut en parler parce que c'est plus que de la pratique. Donc, j'imagine, c'est pourquoi on est ensemble et on va discuter de la journée d'études du 24 octobre. Arnaud, quels seront les thèmes abordés justement ce jeudi à cette table ronde? Eh bien, bien sûr, l'objectif, c'est de parler d'histoire de l'olympisme. Après, c'est aussi sur la question de la place du sport dans la société et de poser aussi finalement eh bien, cette question du sport à la fois miroir de la société, mais aussi finalement de se dire que le sport, c'est bien plus que du sport et qu'aujourd'hui, il y a l'ensemble des enjeux qui sont associés à l'olympisme en France. Et justement, si vous deviez, je vais faire une petite incise, donner une note au JO de Paris 2024, ça a été pour beaucoup une parenthèse enchantée, une note sur 10, ce serait quoi? On a un 10 sur 10? Ouais, j'avais envie de vous dire peut-être 11, mais en effet, on est conscient qu'on a vécu des Jeux Olympiques qui ont été à la fois bien organisés, qui ont été surtout bien vécus, qui ont permis finalement aussi eh bien de rendre de l'émotion, de donner de l'émotion. Et je pense que c'est véritablement aussi ça qui permet aujourd'hui de pouvoir se projeter sur l'accueil de grands événements sportifs de façon finalement très constructive dans la société. Et c'est aussi pour ça que l'histoire va nous aider à montrer que les événements sportifs ont aujourd'hui une place importante dans l'histoire de France. Arnaud, quels étaient les idéaux de départ des Jeux Olympiques modernes? Alors, construit bien entendu sur le précepte de l'olympisme comme une philosophie de vie, les idéaux sont finalement assez proches des valeurs. Donc les valeurs de l'olympisme, il en existe 3, c'est l'amitié, le respect et l'excellence. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, c'était le rassemblement d'une jeunesse mondiale dans un événement sportif et aussi justement pour montrer qu'on pouvait avoir des relations pacifiques entre les peuples. Et puis après, derrière, c'était aussi cette construction de quelque chose qui allait finalement, sur le temps long, montrer que le sport était un outil d'éducation. Donc amitié, respect, excellence, les 3 valeurs de l'olympisme. Et justement, vous venez d'évoquer les JO comme symbole de paix, c'est ce qu'on rappelle souvent. Est-ce que cet idéal, il a été mis à l'épreuve au fil des décennies? Bien entendu, on le voit très bien dans l'histoire, parce qu'en 1972, il y a eu des attentats à l'intérieur des Jeux Olympiques, puisque finalement, l'idéal, vous l'avez très bien dit, c'était un idéal de paix. Et donc, on le voit encore aujourd'hui, à la fin des Jeux Olympiques de 2022 à Pékin, eh bien, on enchaîne derrière sur la guerre en Ukraine. Et puis, Vladimir Poutine était finalement un invité de Xi Jinping. Donc, ça vient perturber le message du Comité international olympique, d'avoir justement cette volonté eh bien, d'insuffler eh bien, la paix. Mais j'ai envie de vous dire aussi... le sport, comme tout objet social, vit avec eh bien, l'ensemble des troubles de la société. Et donc, en effet, aujourd'hui, il faut prendre en compte l'ensemble des conflits militaires. Et donc, les Jeux Olympiques, ils ne sont pas exclus de la société. Ils doivent vivre aussi avec l'ensemble des conflits.
Mais alors Arnaud, justement, vous avez fait allusion justement à ces Jeux Olympiques de 1972 à Munich, bien sûr, avec cette attaque terroriste. On se souvient de ce commando palestinien. 11 athlètes israéliens avaient perdu la vie. Je reprends peut-être l'image et l'affiche de votre journée de débat, de table ronde, avec bien sûr une image qui a fait le tour du monde, une image qui, bien des années plus tard, 17 octobre 68, Tommy Smith et John Carlos, point levé. Une image qui a fait le tour du monde et on se dit que parfois un geste vaut bien plus que 1000 mots. Image qui a marqué à tout jamais le monde olympique, mais l'histoire tout court, avec un grand H. C'est le sens aussi de la médiatisation des grands événements sportifs. Ils offrent une tribune finalement aussi à des causes. Là, en l'occurrence, quand Smith lève le poing, il vient justement aussi montrer à la télévision américaine sur un événement sportif regardé par les Américains qu'il y a en effet un problème de société, un conflit social, et donc il utilise une tribune médiatique. Ça veut donc dire que les Jeux Olympiques doivent aussi assumer leur statut de tribune médiatique, et donc c'est pour ça que les acteurs aujourd'hui de l'olympisme doivent réguler finalement la médiatisation, en tout cas encadrer l'ensemble des participants pour leur permettre d'être dans finalement la cause première des Jeux Olympiques, c'est-à-dire la compétition sportive. Maintenant, on le voit, ils ont marqué l'histoire à travers finalement ce que Smith et Carlos a pu justement démontrer, ce qu'avant avait démontré Jesse Owens aussi, puisque Jesse Owens, à lui tout seul, a réussi par ses performances sportives à démontrer, à contrecarrer finalement la théorie arienne. Ça veut donc dire qu'on a quelque part une responsabilité quand on est acteur olympique. On a une responsabilité qui dépasse simplement la responsabilité sportive. Et Arnaud, quand vous parlez de régulation, ça veut dire que les JO doivent rester neutres face aux enjeux politiques ? En tout cas, c'est marqué dans la charte olympique, c'est-à-dire que la neutralité est inscrite dans la charte olympique. Maintenant, est-ce que cette neutralité n'est pas justement remise un peu aux questions par justement la présence ou non de certains athlètes, par l'activité finalement que peuvent en avoir certains médias pour pouvoir les détourner de la cause sportive et de l'écho que donne aussi aujourd'hui une médaille à une cause qui serait aussi donc une cause politique. On voit très bien qu'aujourd'hui, on a déjà eu des athlètes iraniens qui ont refusé de concourir contre des athlètes, par exemple, israéliens. Ouais. On voit qu'aujourd'hui, à l'intérieur de la scène politique, on va parler des Jeux Olympiques comme une tribune à justement un certain nombre de crises politiques ou de crises sociales. Finalement, on le redit, vous l'avez dit en préambule, le sport est le miroir de la société. Les Jeux Olympiques sont dans la société et en sont un miroir. Le sport n'est pas en dehors finalement de ces grands conflits, de ces grandes tendances sociétales. C'est plutôt aussi quelque chose qui est rassurant. Le sport, c'est dans la vie réelle un pilier aujourd'hui de la vie citoyenne. Regardez les Français, leur implication. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut retenir, c'est-à-dire que le sport n'est pas en dehors de la société. Arnaud Vaquet, vous parlez effectivement de ces JO en mode tribune. Est-ce que c'est encore le cas ? Et ça a été encore le cas pour Paris 2024. C'est vrai que l'un des mots d'ordre, c'était l'inclusion. Est-ce que de ce point de vue, vous avez le sentiment que c'est réussi pour ces Jeux olympiques et peut-être surtout paralympiques qui avaient lieu 3 semaines après ? Alors merci pour la question de l'inclusion. Je réagirai à le tout début de votre phrase sur le mot tribune. En France, on a été justement sur une tribune d'inclusion. Il ne faut pas oublier qu'on aurait pu regarder d'un point de vue médiatique ce que les autres pays ont dit des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et bien entendu, on n'aurait pas le même propos si on écoutait les médias russes que si on écoute des médias plutôt européens. Ouais. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, par rapport à cette question de tribune liée à l'inclusion, en effet, les propos du président du Comité international paralympique le dit très bien. C'est cette révolution de l'inclusion, cette révolution paralympique. Ouais. Alors, dans les faits, peut-être qu'il y a encore un problème avec l'accessibilité, c'est-à-dire que dans l'urbanisme, on a encore des choses à améliorer pour pouvoir mériter une inclusion à égalité, c'est-à-dire l'égal accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que si vous regardez les jeunes qui sont venus, grâce au programme justement Ma classe au jeu, eh bien grâce à Ma classe au jeu, on a vu des milliers de jeunes qui ont pris conscience qu'en fait la performance sportive était équivalente, égale, que ce soit un athlète olympique, que ce soit un athlète paralympique. Ça veut donc dire que vraiment là, il y a une avancée déjà dans la considération de la place de l'athlète paralympique à l'intérieur justement de ce monde social et de ces bâtiments qui ont sublimé la performance
des athlètes paralympiques. Que dire des Invalides ou alors du Grand Palais ou finalement du cécifoot qui s'est terminé par la victoire des Français au pied de la Tour Eiffel. On a eu la même dose d'émotion et la même dose de plaisir à voir athlètes olympiques et paralympiques. Et c'est peut-être ça, en fait, finalement, cette inclusion et cette égalité que les Jeux ont réussi à démontrer. Mais alors justement, sur le plan local, si on prend l'exemple des jeunes Lillois que vous croisez, que vous côtoyez, pour vous, il y a eu clairement un avant et un après. Vous arrivez déjà à le mesurer aujourd'hui ? Alors c'est un continuum sur plusieurs événements sportifs. Lille a eu la chance d'accueillir beaucoup d'événements sportifs grâce à l'arrivée de la Decathlon Arena, Stade Pierre-Mauroy. Ça veut donc dire que là, aujourd'hui, on peut se dire qu'avec Paris, on est arrivé quelque part au plus grand événement sportif qui ont permis aux jeunes Lillois de participer, vivre, regarder, voir LeBron James de ses yeux, c'était fantastique. Mais aussi finalement d'être en situation d'insertion professionnelle, que ça soit finalement dans le cadre de stages, dans le cadre de contrats d'apprentissage, que ça soit dans le cadre de job étudiant, que ça soit aussi finalement en tant qu'engagé volontaire. Il y a beaucoup justement de Lillois qui n'auraient pas pu vivre autant d'émotions olympiques s'ils n'avaient pas été volontaires. Venir voir peut-être des matchs, mais aussi accueillir le monde entier. Vous savez, je m'occupe beaucoup des événements sportifs sur l'île. Je n'avais jamais vu autant de nations communier ensemble, que ce soit des Sud-Soudanais, des Nigérians, des Portoricains, bien entendu, des Français, des Américains, des Allemands, des Belges. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été vraiment ce rassemblement des nations du monde à l'intérieur d'une ville qui a l'habitude de bien accueillir, d'accueillir le monde, mais là vraiment de façon vraiment très émotionnelle. Il y a eu beaucoup d'émotions à Lille. Et Arnaud, d'un point de vue historique, est-ce qu'on sait quand est-ce que les JO ont vraiment commencé à se poser la question de l'inclusion et à œuvrer en ce sens ? Alors, on peut tout d'abord déjà citer les Jeux Olympiques de Rome avec qui ont justement développé aussi les premiers Jeux paralympiques, mais on peut revenir un petit peu plus en amont, puisque on a été quand même traversé par des guerres mondiales, et donc finalement cette inclusion des personnes en situation de handicap a beaucoup commencé aussi avec l'histoire des soldats blessés, des gueules cassées. Ça veut donc dire que lier cette histoire du monde olympique avec celui de l'inclusion, eh bien, c'est parler finalement de la pratique des soldats qui ont été mutilés, gueules cassées, blessés pendant la Première Guerre mondiale et qui ont pu finalement déjà tout de suite faire les compétitions d'Anvers 1920 et aussi de Paris 1924. Et là, on a beaucoup d'exemples qui montrent que finalement, on a inclus les personnes avec justement des blessures ou alors on a reconstruit des faces de gueules cassées pour leur permettre aussi finalement d'avoir une vie normale, d'avoir une vie, une place dans la société. On a finalement travaillé cette inclusion très tôt et les Jeux Olympiques ont montré que des gueules cassées avaient toute leur place dans leur société, notamment aux Jeux Olympiques de 1924. Après, on déroule le fil et puis on arrive finalement, comme on l'a dit, à Rome. Et puis, au fur et à mesure, on va voir qu'il y a un rapprochement du comité olympique et du comité paralympique pour pouvoir œuvrer ensemble. C'est vrai que Paris 2024 a été le premier comité d'organisation où des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Et c'est vraiment finalement aussi ça, cet héritage, qui a démontré grâce à Paris 2024 qu'on pouvait davantage travailler ensemble pour pouvoir inclure dans les Jeux Olympiques comme dans la société. Moi, je trouve ça passionnant vraiment de vous écouter, Arnaud. Et moi, j'aurais voulu que quelqu'un m'enseigne effectivement l'histoire du sport quand on était à l'école. On apprend l'histoire à l'école avec un grand H, les grandes séquences en tout cas, les grands mouvements. En tout cas, il faudra en faire de même pour l'histoire du sport. Comme tout objet social, j'ai envie de vous dire, le sport occupe une place de plus en plus importante et il doit pouvoir aussi être enseigné à l'école. Maintenant, il y a différentes façons d'enseigner l'histoire du sport. Regardez, tout à l'heure, nous parlions de Première Guerre mondiale. Ça peut être aussi, la jeunesse, par exemple, qui peut-être est assez déconnectée en termes de vue générationnel de la Première Guerre mondiale, alors qu'en fait, on pourrait simplement leur expliquer que la Coupe de France, la Coupe Charles Simon, est née en 1917 pendant la Première Guerre mondiale et qu'aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène de société, la Coupe de France. On pourrait dire qu'il y a un développement du basket
du volleyball grâce à la présence des Américains pendant la Première Guerre mondiale, ou alors du baseball pendant la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait expliquer finalement par des grands moments d'histoire aussi comment le sport a contribué à la structuration de la société. Les stations de ski avec les Jeux Olympiques de 1968 et donc cette volonté aussi de désenclaver les régions montagneuses françaises pour leur permettre finalement d'avoir un développement économique. Et là, on peut utiliser le sport avec justement les sports d'hiver. On peut très bien utiliser le sport pour montrer aussi finalement ces phénomènes de brassage de population, puisque la France a une histoire coloniale, et que cette histoire coloniale, elle montre bien à travers le sport, à travers les équipes de sport de l'équipe de France, et bien on peut travailler ces questions d'intégration à travers justement l'histoire du sport. Donc aujourd'hui, peut-être que l'histoire du sport pourrait davantage exemplifier l'histoire de France, parce que si finalement le sport est un objet social important aujourd'hui dans la société, il ne doit pas considérer, encore une fois, comme quelque chose qu'on va mettre plus en lumière que d'autres. Il participe à la construction de la nation française, de l'identité française, et c'est là qu'aujourd'hui l'histoire peut-être a encore une autre histoire à écrire, puisque il me semble que dans toute la société, on a pu percevoir à travers les équipes de France de Paris 2024 qu'en fait, on arrivait justement à avoir ce mot ensemble qui était important. Je rappelle que aujourd'hui la devise olympique a rajouté le mot ensemble. Ce n'est plus vite, plus haut, plus fort, c'est plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Cette histoire du sport, enseignée sur l'ensemble du cursus scolaire, pourrait peut-être aussi aider davantage les jeunes générations à s'approprier l'histoire de France. Arnaud, la télévision, mais surtout Internet, a changé notre façon de suivre les Jeux. Est-ce qu'on sait si ça a eu un impact sur les JO en eux-mêmes ? Alors déjà, il y a en effet beaucoup à travailler sur cette place des réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup d'encadrement des droits télé et donc de la marque olympique à l'intérieur des Jeux olympiques. Et il faut dire aussi que la place des réseaux sociaux n'est pas qu'au moment des Jeux olympiques. Elle est finalement dans l'ensemble du mouvement sportif. Peut-être qu'on peut se séparer deux choses, c'est-à-dire qu'il y a le moment où il y a des Jeux olympiques, le moment très visible qui dure 15 jours, maintenant presque 3 semaines, et qui va donc, pour les Jeux olympiques d'été, qui va donc être très très visible. Et là, on se pose cette question finalement aussi donc de davantage cette médiatisation à travers l'ensemble des canaux. Les réseaux sociaux sont tout à fait intéressants puisqu'ils permettent de montrer le quotidien de l'olympisme, c'est-à-dire cette philosophie de vie située finalement entre le sport et la culture, qui va permettre finalement d'œuvrer sur ces questions, ces grandes questions, l'éducation, après derrière aussi la lutte contre les discriminations et ainsi de suite. Ça veut donc dire que les réseaux sociaux peuvent aussi jouer leur part à l'intérieur du mouvement olympique et sportif ou à l'intérieur du mouvement paralympique pour pouvoir raconter toutes ces histoires et de faire des stories, des moments d'historie, quand justement, en plus, ils sont couronnés par des médailles. Ça tombe bien, c'est l'heure de la loupe et c'est au tour d'Alix de nous raconter une histoire. Et Alix, tu nous parles aujourd'hui d'une grande première au JO de Paris 2024. Oui, une garderie pour enfants au cœur du village olympique. Ce projet est porté par Allyson Felix, figure emblématique de l'athlétisme, avec ses 7 médailles d'or olympiques et 14 titres mondiaux. Elle est l'une des athlètes les plus titrée de l'histoire. Mère d'une petite fille née en 2018 et d'un petit garçon de 6 mois, Félix a personnellement vécu les défis de la conciliation entre carrière sportive et vie de famille. Après la naissance de sa fille, elle a ressenti l'impact de la maternité sur sa carrière et elle s'est engagée à rendre cette période plus accessible pour les athlètes encore en activité. Cette garderie est une première dans l'histoire des JO. Elle a permis aux athlètes de passer du temps avec leurs enfants, loin de la pression des compétitions. Les retours sur cette initiative sont très positifs. Félix a reçu de nombreuses demandes pour agrandir l'espace afin de mieux répondre aux besoins des familles. Elle envisage également de développer ce projet pour les JO de Los Angeles en 2028, avec l'ambition de créer un véritable centre de puériculture. Cette initiative valorise la parentalité parmi les athlètes et montre que sport et famille peuvent coexister. Félix incarne cette évolution et appelle à une plus grande implication des hommes, d'ailleurs, dans cette dynamique. Arnaud, la garderie pour enfants au village olympique, ça peut changer la perception de la parentalité chez les sportifs de haut niveau ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Cette question de la parentalité est un mot-clé aujourd'hui à l'intérieur des plans de féminisation des fédérations internationales, mais aussi des ligues professionnelles des sports collectifs notamment. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, dire qu'on a eu aux Jeux de Paris une égalité dans les participants et donc participantes entre hommes et femmes, c'est un affichage, mais il faut que ça se traduise dans des actes qui montrent finalement qu'on a une précaution vis-à-vis justement des différentes étapes de la vie d'une carrière sportive et donc de cette carrière sportive, hommes et femmes. Et donc dans les étapes de vie d'une carrière sportive de sportifs professionnels, de sportifs de haut niveau, il y a justement cette question de la maternité et donc de prendre soin finalement aussi de l'ensemble de l'environnement des sportifs de haut niveau. Les enfants en font partie, on le voit bien, il y a eu aujourd'hui cette initiative et ça montre bien que Paris 2024 est allé véritablement dans le souci de prendre en compte la globalité de l'athlète. Là, on parle finalement cette question de la parentalité avec la question de la garderie. Mais bien entendu, on le voit bien aussi, ils ont obligé un certain nombre dans la gouvernance, par exemple, à avoir une égalité aussi dans finalement les gouvernances des fédérations, mais aussi dans le pilotage des équipements sportifs ou dans l'accueil des délégations. L'égalité aujourd'hui hommes-femmes passe par la mise en place aussi, par exemple, d'une garderie. Et on se satisfait justement que Paris ait été le premier à mener cette initiative. Est-ce que ça nous donne justement un élément de réponse, un argument dans l'une des questions que vous avez vous posées justement ce jeudi à Maison des Sports qui doit répondre à cette question? L'olympisme a-t-il su au fil du temps épouser son époque? Alors, est-ce que aujourd'hui on va répondre pendant une journée, donc je vais essayer de synthétiser avant même de faire cette journée. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui je vais plutôt donner envie aux gens de nous rejoindre. Ce qu'il faut se dire, c'est que on est au-delà d'un oui ou d'un non. C'est se dire que l'olympisme a épousé son époque en fonction finalement des périodes. Bien entendu, il y a eu si on reprend l'ancienne thématique de l'égalité homme-femme, il y a eu clairement un déficit. Le sport a été une arène de masculinité pendant justement la fin 19e et au début du 20e. Donc, on a à un moment donné épousé l'époque avec justement cette égalité homme-femme. On va voir aussi que là, on va épouser l'époque avec justement cette question de l'inclusion des personnes en situation de handicap. On va donc avoir un mouvement olympique et sportif qui va avoir un certain nombre de défis. Et ces défis, il va y répondre souvent finalement aussi en laissant le temps d'évoluer. Ça veut donc dire que les Jeux n'ont lieu que tous les 4 ans. Et donc, c'est tous les 4 ans qu'on prend aussi conscience de sa transformation pour épouser son époque. J'imagine que Los Angeles prendra aussi peut-être, ou derrière après Brisbane, prendra en compte peut-être la question de certaines nouvelles pratiques sportives et peut-être pourquoi pas la question de la digitalisation de la pratique avec demain une place peut-être pour le e-sport. Donc vous voyez que épouser son époque, c'est aussi donner du temps. Et donner du temps, en donnant du temps, on voit finalement que le mouvement olympique se transforme. Et justement, Arnaud, autre enjeu lié à l'époque, beaucoup d'événements sportifs sont critiqués pour leur empreinte environnementale. Que font les JO concrètement aujourd'hui pour réduire cette empreinte ? Alors aujourd'hui, l'empreinte carbone et finalement l'empreinte environnementale a été réduite à différents niveaux. Je vais vous donner par exemple l'exemple des transports. Eh bien, dans les transports, une majorité de transports en commun ont été utilisés, des voitures finalement avec une émission bas carbone. Et puis finalement aussi, par exemple, moi personnellement, j'ai été volontaire et j'ai été plus qu'incité à soit prendre les transports en commun, soit utiliser la mobilité douce, avec des facilités pour prendre davantage les transports en commun et la mobilité douce. Et donc, les 45 000 volontaires ont été davantage, finalement, par exemple, incités à être sur cette modalité de transport bas carbone. Maintenant, il y a la question, par exemple, de l'alimentation. Et ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que tout ce qui était les restes alimentaires, par exemple les fruits et les légumes, étaient récupérés par des associations pour les redistribuer après derrière aux personnes nécessiteuses. Ça veut donc dire que là aussi, on a cet événement qui vient justement redistribuer après derrière pour éviter justement de jeter. Ensuite, il y a énormément sur la question par exemple de l'énergie. Par exemple, les stades, avant, par exemple le Stade de France était
étaient approvisionnés en énergie par des groupes électrogènes, et bien par exemple ils ont été connectés au réseau électrique, et ça a permis finalement aussi de diminuer l'impact carbone. Ça veut donc dire que je vous ai donné que 3 exemples et qui montrent bien que le souci environnemental était au cœur des problématiques de Paris 2024. On sent parfois que l'éducation nationale en demande beaucoup au sport, quitte à ce qu'il soit mis à toutes les sauces. J'imagine que vous êtes pour que l'on enseigne l'histoire du sport, mais ça pourrait se faire sous quelle forme avec les élèves, avec quelle forme d'atelier? Alors, merci beaucoup de poser cette question. C'est vrai qu'avec l'Académie olympique, on s'est beaucoup posé la question des classes, justement des classes sciences et sport. On pourrait très bien utiliser les sciences historiques pour permettre finalement, dans le cadre, par exemple, d'une collaboration avec les enseignants d'EPS, de pouvoir revenir véritablement sur une histoire du sport, par exemple, par l'objet. Montrer l'évolution, par exemple, d'un objet, ça peut très bien être un ballon, vous voyez, l'évolution d'un ballon de football d'hier à aujourd'hui, ça peut être aussi avec un matériel sportif, par exemple, comme un tapis de course et ainsi de suite. Ça veut donc dire que là, on a véritablement la possibilité de montrer par des ateliers, à la fois pour mettre en pratique, et bien montrer l'histoire, par exemple l'histoire des techniques sportives. On peut aussi aborder dans le cadre, par exemple, des grands moments historiques de l'histoire. Je citais les guerres mondiales, mais on peut très bien citer aussi des moments aussi de fraternisation qui peuvent très bien être utilisés dans l'histoire. Ou alors des grands mouvements. Les jeunes étudient l'histoire de la globalisation et on peut montrer comment le sport est un outil aussi qui montre qu'il y a eu une globalisation dans le monde. Donc le sport est présent partout, on peut l'utiliser dans des ateliers avec des enseignants de PS, mais aussi finalement dans les cours d'histoire en général avec nos collègues d'histoire-géographie. Merci infiniment. Moi, je vous trouve passionnant. Ça me donne vraiment envie de venir vous écouter avec vos nombreux camarades, parce qu'on n'en a pas parlé effectivement, mais il y aura du beau monde ce jeudi à la Maison du Sport Français. C'est de 9h30 à 18h dans le 13e arrondissement, ce jeudi 24 octobre. Et je précise que ça s'appelle l'Olympisme face à l'histoire, au-delà des médailles, un miroir des sociétés et des cultures. Un grand merci à vous, Arnaud Vaquet, chargé de mission olympique et paralympique, à Véronis, historien des compétitions sportives, référent Génération 2024 de l'Université de Lille, et je précise également directeur du Master 2e année Gestion et Stratégie du Sport. Un grand merci à vous, et on espère vous revoir bientôt pour faire un nouveau point et reparler de sport, de la transmission de l'histoire du sport auprès de nos écoliers. Ma chère Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour de nouvelles aventures. Excellente journée. Le MAG vous a été